C'est toujours un peu facile, évidemment, de dénoncer des thèses mal comprises d'un philosophe et désigner un bouc émissaire comme si les politiques mondiales ne suffisaient pas largement à rouvrir les plaies du colonialisme. C'est d'autant plus absurde que Derrida avait dénoncé cette logique du bouc émissaire qui produit une justification de toutes les violences. Comment comment venir à bout de ces infamies et rendre compte de profanations auxquelles aucun texte de Derrida ne peut répondre, lui qui, au contraire, redonnait aux auteurs défunts un avenir étonnant. Déconstruction, le mot est difficile à définir et très rapidement mis sous la coupe de Heidegger par Faye déjà, qui dénonçait ainsi un nazisme de la pensée française. Derrida est bien sûr ailleurs. Le mot déconstruction, très souvent, ne lui convient guère. Sans quelques précautions, il l'approche régulièrement par d'autres biais. C'est le cas notamment du mot démantèlement qui n'a rien à voir avec une destruction. C'est Heidegger qui s'en prend à un fond, au fondement. C'est pas du tout Derrida qui sait que les choses se jouent plutôt en surface, dans les coins, dit-il. Le démantèlement, ça ne concerne pas du tout une destruction. La destruction, elle est toujours un peu du côté d'une espèce de travail de sape au pilon, voire une opération militaire qui fait table rase. Tout l'inverse de la finesse de Derrida, du fichu, de la légèreté, de la rature, de la trace, du supplément. Et c'est curieux comme ceux qui détruisent sont prompts à dénoncer Derrida. Il n'y a qu'à voir un peu comment on détruit l'hôpital et comment l'éducation nationale est mise à sac par ceux qui paradent justement pour dénoncer le décolonialisme ou je ne sais quel islamo-gauchisme, au moment où leur politique organise un saccage général des richesses nationales et planétaires du reste. Aucune commune mesure avec la déconstruction qui visait au contraire à sortir de la destruction mondiale. En fait, démanteler est une question de surface. Cela ne concerne pas du tout l'onde de choc d'une profondeur, d'un fondement. Démanteler, ça veut dire ôter le manteau. Démanteler, c'est découdre le fil, les poches du manteau ou sa doublure. Manteau et démanteler s'appuient en fait sur une sémantique commune, donc plutôt que de viser un fond, démanteler consisterait à lire bien mieux un revêtement, parfois très fin, un palimpseste, pardon. Et ce n'est donc pas le mur qui intéresse Derrida, mais ce serait plutôt son revêtement, sa couche la plus insignifiante. Souvent, dit-il, un coin très latéral, assorti d'un art du toucher, touché au revêtement, aux empreintes sous une tapisserie, ou même au parergone qui fait le cadre insignifiant de la peinture. Parergone, Derrida, effectivement, essaye de montrer comment, dans les joints même du cadre, s'intercale une espèce de hors-cadre, un supplément en tout cas. Alors quel est le signifiant de l'insignifiant? Quel est le signifiant de l'insignifiant? Telle est la question après le structuralisme. Donner à l'insignifiant de l'écriture ses marques. On est très loin du fondement qui a intéressé Heidegger et encore plus loin de son abattement. Chez Derrida, on conserve toujours le texte, la texture, le mur qu'on gratte en surface. C'est une espèce de bande en papier ou un ruban de machine à écrire, pour reprendre un titre qui l'intéresse. Les titres des ouvrages en témoignent, sauf à porter des pare-soleils en guise de lunettes. Je dis ça pour ceux qui ne lisent rien, mais font violence à tout ce qu'ils ne savent pas toucher, justement. Par exemple, les tapisseries de Kant dans la critique du jugement, ou même le plâtre des remouleurs ou des rémouleurs auxquels sont d'ailleurs comparés les philosophes depuis Nietzsche, depuis Anatole France,
que Derrida relie justement dans la mythologie blanche et qu'il essaie d'inscrire dans les marges de la philosophie, circuler dans les marges de la philosophie. Alors, tout se joue pour un rémouleur, en effet, dans les effets, à la surface, à la marge. Et les métaphores de la philosophie que lit Derrida sont justement des lignes de déplacement, de fuite, des transports, pas du tout des fondements. Il y a toute une circulation de la métaphore qui n'a rien à voir avec un fondement. Lisant le château de Kafka, on voit bien que l'important n'est pas d'aboutir à une salle centrale. C'est très peu heideggerien d'une certaine manière, Kafka, lu par Derrida autant que par Deleuze. Il y a eu une absence de salle centrale dans le château, et comme dans le film d'Orson Welles, c'est l'enfilement des portes qui forment le passage. Ce sont les passages qui importent et sur lesquels Derrida ne cesse d'insister. Dans l'architecture, ce qui compte, c'est de pouvoir circuler. Les portes, les couloirs, les seuils. Et Kafka en explore le labyrinthe. Imaginons une salle close. C'est impossible, même pour une pyramide. Il fallait bien entrer dans cette pyramide. Il faut trouver la faille, l'ouverture, une porte recouverte par le plâtre. Et c'est bien ça la déconstruction. L'insignifiant qui monte dans l'écriture comme une déconstruction du signifiant lui-même. Donc, vous voyez que la déconstruction, c'est une histoire de frontispice dans un texte, de notes de bas de page, de cartes postales qui traversent les boîtes closes, de spectres qui nous hantent. Est-ce que l'histoire, d'ailleurs, n'a pas laissé justement des trous? Est-ce qu'elle n'est pas une affaire de circulation? Et où passe l'événement? Où s'écrit d'ailleurs l'archive, comment une archive vient capter les événements de l'histoire? N'y a-t-il pas des portes dérobées, tout à fait insignifiantes, dans l'histoire elle-même, que le philosophe retrouve mieux qu'un ministre de l'Éducation nationale, qu'on oubliera d'ailleurs bien vite, par inexistence, comme les précédents d'ailleurs? Et n'y a-t-il pas plutôt donc des portes ouvertes, des mémoires qui sont mal ficelées? Expérimentons donc d'autres passages, enfin relisons l'histoire, selon d'autres articulations et contre toute propagande officielle. D'où peut-être la très grande attention à ce qu'est une archive, différente de celle de Foucault, peut-être plus suspicieuse par rapport au pouvoir, peut-être que ne le fut l'archéologie du savoir de Foucault. Il faudrait reprendre ici ce rapport à l'archive qui définit les deux œuvres, mais ce serait l'objet d'un autre travail, bien sûr. La spectralité chez Derrida montre en tout cas que la déconstruction, c'est une histoire de manteau qu'on porte, de revêtements selon certains plis. C'est l'allure de quelque chose qui circule, qui passe les frontières, qui transperce, même là où tout est fait pour garder le secret, que tout est fait pour cacher, pour médire. Le secret, c'est souvent la serrure à l'entrée, ou un drap, un catafalque, des bandelettes d'une momie. Impossible de lire Derrida comme quelqu'un qui viendrait se recentrer sur une logique du sol, ou faire l'apologie des sectes de ceux qui déboulonnent des statues, qui interdisent l'exposition d'un peintre ou d'un sculpteur, et qui voudraient brûler des œuvres sur place publique. Enfin, ça n'aurait pas aucun sens. Il y a toujours un grand respect des œuvres ou des philosophes que Derrida lit et déconstruit, cherchant justement sous le revêtement d'autres tissus et sous la tapisserie d'autres motifs. Très grande attention portée au texte, à la différence de ces détracteurs actuels qui en font le nazi de la pensée. Alors, le travail de lecture de Derrida ne ressemble pas à l'allure massive du coup de marteau germanique, et même en lisant Nietzsche, c'est pour trouver chez lui la légèreté Proust qui fend l'océan. Jamais il ne s'agit de détruire l'œuvre que Derrida remet sur son support, sur son chevalet, pour y trouver plutôt quelques fissures. C'est Kant lui-même qui ventile, qui superpose les deux éditions de la critique de la raison pure, ou qui ouvre la marge des antinomies par une tulipe sans racines, en couche d'oignon. Il y a peut-être quelque chose de la tulipe, de son oignon dans les gigognes du criticisme, dans son décorum.
Alors, même à quitter le revêtement pour l'architecture, Derrida sera attentif aux lignes de force qui traversent l'œuvre. Et c'est l'œuvre elle-même qui porte ces ouvertures. Le bélier ne fait que les retrouver. C'est l'architecture la plus solide qui se laisse traverser par le dehors. Imaginez que la salle soit close, mais il n'y aurait personne là-dedans. Étouffement. La ligne de sortie existe pour l'édifice le mieux fermé, et donc si la déconstruction montre ce flair spécial de l'animal, du bélier, c'est dans la tentative de retrouver les gonds d'une porte, les signes d'un porche, d'un dédale recouvert de monstres effrayants pour forcer le passage, mieux circuler dans un édifice qui n'existe que parce qu'il est ouvert, bien sûr. Pour preuve, cette longue citation de Derrida, auquel, à la différence des contradicteurs qui ne l'ont pas même lu, je laisse le dernier mot. Voici ce que dit Derrida, lui et pas moi. Tout a lieu dans les coins, dans les parties les plus insignifiantes en apparence. Je lis pour finir donc de Derrida dans un texte sur Paul de Man. On situe d'abord dans l'art du système les coins négligés, et la pierre anguleuse défectueuse, celle qui dès l'origine menace la cohérence et l'ordre interne de l'édification. Mais c'est une pierre d'angle, et elle est requise par l'architecture que pourtant d'avance elle déconstruit de l'intérieur. Elle en assure la cohésion en situant d'avance la façon à la fois visible et invisible dans un coin encore, le lieu propice à une déconstruction à venir, le meilleur lieu, le plus économique pour l'intervention d'un levier des constructeurs. Il peut y avoir d'autres lieux analogues, mais celui-ci détient son privilège du fait qu'il est indispensable à la totalité de l'édifice. La déconstruction n'est pas une opération survenant après coup, de l'extérieur, un beau jour. Elle est toujours déjà à l'œuvre dans l'œuvre. Il suffit de savoir ou de pouvoir discerner la bonne ou la mauvaise pièce, la mauvaise ou la bonne pierre, la bonne se trouvant toujours être justement la mauvaise.